La voix de Brooke résonna à travers les hautes poutres en bois de la salle de réception du vignoble, et la pièce, immédiatement, éclata de rire. Le tintement des fourchettes en argent contre la porcelaine fine cessa brusquement, remplacé par l'odeur lourde et suffocante des lys blancs provenant des immenses centres de table. Sous ma veste de tailleur, le métal froid de mon insigne d'enquêtrice d'État pressait fort contre mes côtes. Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer depuis 2 heures. À 38 ans, j'avais l'habitude d'être la risée de cette famille. J'étais la personne fiable, celle qui réparait les tuyaux cassés, payait les factures médicales oubliées, et gérait les crises sans fin. Pour eux, j'étais juste une femme amère qui travaillait trop, une vieille fille sans mari ni enfant pour valider son existence. Ils voyaient quelqu'un qui passait ses nuits à vérifier des relevés bancaires au lieu de profiter de la vie. Ils ne voyaient pas Morgan Hale, un agent spécial affecté à une unité spéciale de lutte contre l'exploitation financière, et ils n'avaient certainement aucune idée des lourdes menottes en acier qui reposaient dans ma poche droite. La soirée de début octobre à Richmond était douce, mais l'air à l'intérieur du lieu semblait incroyablement épais. Ma sœur m'avait intentionnellement placé à la table 19, juste à côté des portes battantes de la cuisine. J'étais assise tranquillement avec le fleuriste, le coordinateur du lieu, et 2 barman en congé. De ce coin éloigné, j'avais une vue claire et dégagée sur toute la salle. À la table d'honneur, ma mère, Carole, croisa mon regard et m'offrit un sourire d'avertissement crispé. C'était un ordre silencieux de m'asseoir là et d'absorber l'humiliation sans faire de scène. À côté de la mariée, Ethan Cole leva sa flûte de champagne coûteuse, une expression suffisante sur le visage. L'homme avait l'air impeccable dans son smoking sur mesure, parfaitement confiant que son plan avait fonctionné. Mon téléphone vibra contre la nappe blanche immaculée. Je laissai tomber ma main, protégeant l'écran du fleuriste assis à côté de moi. Un message texte brillait, envoyé par Daniel Reyes, mon agent principal. Il se fondait actuellement dans la foule près du bar ouvert, de l'autre côté de la salle, portant un costume gris qui lui donnait l'air d'un cousin éloigné et maladroit. Le message contenait exactement 2 mots, « Tiens-toi prête ». Brooke se pencha plus près du microphone, et sa robe de soie blanche capta la douce lumière ambrée, la faisant paraître radieuse et intouchable. Sérieusement, cependant, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une pitié artificielle, levons tous un verre à Morgan. Elle a tant sacrifié pour nous tous, et qu'a-t-elle à montrer en retour? Une petite maison de ville et tout un tas de règles. Les invités gloussèrent de nouveau, le son déferlant sur moi par vagues. Ma mère frappa dans ses mains, menant les applaudissements, encourageant activement la foule à se joindre à la plaisanterie. Je pris mon verre d'eau et bus une lente gorgée délibérée. Je fermai les yeux, juste une fraction de seconde. J'entendis la voix de ma grand-mère Evelyne, frêle mais vive, un mardi après-midi quelques semaines seulement avant sa mort. « As-tu déjà un chez toi, Morgan ?» Je reposai le verre carrément sur le sous-verre. J'avais un chez moi maintenant. J'avais enfin tracé ma ligne, et je n'avais plus besoin d'une place à cette table familiale. De l'autre côté de la salle bondée, Daniel sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste. Il écouta pendant exactement 3 secondes, hocha vivement la tête, et mit fin à l'appel. 2 autres agents, habillés comme le personnel du lieu en vêtements sombres, se déplacèrent sans heurts à travers la foule pour bloquer les sorties latérales. Mon téléphone vibra une seconde fois. Mandat signé, action. Je me levai. Le grincement dur de ma chaise contre le parquet coupa court au rire qui s'estompait. Les conversations s'éteignirent une par une alors que je passais devant les tables rondes. Je gardais une posture droite, mes talons claquant sur le plancher à un rythme régulier et mesuré. Le sourire de Brooke s'élargit à mesure que j'approchais de la piste de danse surélevée. Ma sœur pensait que j'allais piquer une crise. Brooke croyait sincèrement que son humiliation publique avait finalement brisé mon sang-froid. Ethan gloussa doucement et attrapa le microphone, clairement prêt à narrer mon effondrement émotionnel pour leurs riches invités. Je m'arrêtai juste devant la table d'honneur, là où l'odeur des lys était presque écœurante. Je glissai la main à l'intérieur de ma veste de costume et sortis mon portefeuille en cuir. Je l'ouvris, exposant le sceau doré de l'État et ma carte d'identité. Ethan Cole, vous êtes en état d'arrestation. Le silence dans la salle devint absolu.
Le sourire narquois disparut instantanément du visage d'Ethan, et ses yeux se dardèrent vers les portes latérales. Il remarqua l'agent, parfaitement immobile, bloquant ses seules voies de fuite. Le marié réalisa que la pièce était un piège. « Morgane, c'est quoi cette mauvaise blague » siffla ma mère. Elle se leva si vite que sa lourde chaise en bois bascula en arrière, s'écrasant violemment sur le sol. Je montai sur la plateforme. Ethan fit un demi-pas en arrière, levant les mains dans un geste de défense paniquée. « C'est une affaire de famille », dit-il, gardant la voix basse, essayant désespérément de maintenir sa façade polie. Daniel Reyes se matérialisa juste derrière lui, plaçant une main ferme sur son épaule. « Pas vraiment, » dit Daniel. Agent Hale, procédez. Je sortis les menottes de ma poche. J'attrapai le poignet droit d'Ethan, le forçai fermement derrière son dos, et verrouillai la menotte en acier. Le clic mécanique et sec résonna dans la salle silencieuse. Brooke laissa tomber sa flûte de champagne. Le cristal se brisa contre le sol, éclaboussant le vin pétillant sur l'ourlet délicat de sa robe de mariée. « Tu es folle » hurla-t-elle, son visage devenant d'un rouge marbré de colère. « Tu es tellement jalouse de moi que tu es en train de gâcher mon mariage. » J'ignorai les cris et sécurisai le poignet gauche d'Ethan. Alors que je serrais le métal, Ethan pencha la tête, amenant sa bouche à quelques centimètres de mon oreille. Son haleine était chaude, sentant fortement le bourbon cher et une panique montante. « Demande à ta sœur à quel nom est l'argent » chuchota-t-il. Daniel saisit le bras d'Ethan et commença à lui lire ses droits Miranda d'une voix calme et monocorde. Un autre agent s'approcha de la table, ramassa le téléphone d'Ethan et le laissa tomber immédiatement dans un sac à preuve en plastique transparent pour préserver les données. Je baissai les yeux sur l'appareil juste avant que l'écran ne s'éteigne. Une notification apparut sur l'écran de verrouillage. C'était une confirmation d'enregistrement pour 2 billets d'avion aller simple, partant ce soir. La destination n'était pas le complexe de luxe à Sainte-Lucie dont il s'était vanté pendant des mois. C'était un pays qui n'avait pas de traité d'extradition avec les États-Unis. 18 mois avant que les menottes ne se referment sur les poignets d'Ethan, la tragédie avait commencé dans une salle de clinique calme et bien éclairée. L'air sentait fort les lingettes stériles et les vieux magazines. Ma grand-mère Evelyne était assise sur le papier d'examen crissant, parfaitement apprêtée dans sa robe du dimanche bleu marine, pendant qu'un neurologue expliquait qu'elle ne pouvait plus conduire en toute sécurité. Elle avait oublié le chemin pour rentrer de l'église méthodiste qu'elle fréquentait depuis 40 ans. Le médecin dit qu'elle avait besoin d'une supervision quotidienne et d'évaluation cognitive régulière. Les mots s'étaient à peine installés dans la pièce que ma mère tourna son regard directement vers moi. Carole ne demanda pas, elle déclara simplement que mes horaires à l'agence d'investigation de l'État étaient flexibles, tandis que Brooke commençait tout juste une nouvelle carrière exigeante dans le marketing. Ma sœur hocha vigoureusement la tête, fixant l'écran de son téléphone plutôt que de regarder notre grand-mère dans les yeux. Je n'ai pas discuté. Discuter avec ma famille était un jeu où les règles changeaient dès que je commençais à gagner. À la place, je sortis un carnet de mon sac et commençai à dessiner une grille d'horaires. Je refusai de quitter mon travail. Je demandai officiellement une rotation d'horaires flexible à mon superviseur d'unité, sécurisant ainsi mon revenu et ma pension. Pour les heures où je devais être au bureau et où ma famille prétendait être trop occupée, j'engageai une aide-soignante professionnelle nommée Rosa. Je payais les premières factures de Rosa avec mes propres économies. Chaque vendredi, je rédigeais un courriel poli et détaillé à Carole et Brooke, leur demandant de rembourser leur tiers des dépenses hebdomadaires. Elles ne payèrent jamais. Brooke avait toujours un dîner de réseautage ou une réparation de voiture soudaine, et ma mère ignorait simplement les messages. Je n'ai jamais insisté avec des demandes ou des appels téléphoniques en colère. J'archivais simplement ces courriels sans réponse dans un dossier dédié, complètement inconsciente que ces reçus numériques deviendraient un jour le fondement d'une enquête massive pour fraude financière. Les absences s'accumulèrent rapidement. Mon téléphone vibrait à 10 heures du soir avec un texto de Brooke prétendant être coincé dans les embouteillages, ou un appel d'un voisin disant que Carole avait oublié de passer déposer les médicaments du mardi soir. Je remettais mon manteau, traversais Richmond dans le noir, et ouvrais la porte d'entrée d'Evelyne. Je n'ai jamais haussé la voix contre ma grand-mère.
L'odeur de son savon à la lavande calmait toujours ma frustration. Je m'assurais simplement qu'elle prenait ses pilules, je l'abordais, puis je rentrais chez moi pour consigner une autre promesse non tenue dans mes dossiers. Ce même printemps, je finalisais l'achat d'une petite maison de ville dans un quartier de banlieue fatigué. Elle avait besoin d'un nouveau toit et les armoires de cuisine tombaient en morceaux, mais l'hypothèque était entièrement à mon nom. Carole vint la visiter une seule fois. Elle se tint dans le couloir étroit, faisant claquer sa langue en inspectant la peinture écaillée. Elle me dit que l'espace était trop exigu pour une femme seule et suggéra que j'aurais dû garder mes économies liquides pour aider avec les urgences familiales. J'écoutai, lui servis une tasse de café bon marché, et ne lui offris jamais de double des clés. La semaine suivante, je retirai ma mère et ma sœur comme bénéficiaires de mon assurance vie, et je refusai un appel de Brooke me demandant de cosigner un prêt pour une nouvelle voiture. Evelyne visita la maison de ville un mois plus tard. Son esprit était vif cet après-midi-là. Elle marcha lentement à travers le salon vide, tendant la main pour passer sa main burinée sur un cadre de porte nu et non peint. Elle sourit, se tournant pour me regarder avec des yeux clairs et brillants. Elle me dit que j'avais enfin un endroit où personne ne pouvait m'assigner du travail. C'est lors de cette visite que j'ai remarqué pour la première fois le livre bleu. Evelyne transportait un vieux registre financier en cuir bleu dans son sac à main. La tranche était fissurée et s'écaillait à cause des années d'utilisation. À l'intérieur, les pages étaient remplies de son écriture cursive tremblante. Elle me dit que les colonnes de chiffres l'aidaient à s'ancrer, lui rappelant exactement où elle en était quand sa mémoire commençait à dériver. Quand elle me demanda de vérifier un reçu de pharmacie confus par rapport à ses notes, je posai le registre ouvert sur mon comptoir de cuisine. Je pris une photo rapide de la page avec mon téléphone pour agrandir le texte. En zoomant sur l'image, mes yeux tombèrent sur une entrée étrange, 3 lignes au-dessus de la facture de la pharmacie. C'était un retrait d'un montant substantiel, simplement étiqueté comme « consultation ». Il n'y avait pas de nom d'entreprise, pas de numéro de facture, juste un espace vide là où les détails du fournisseur auraient dû se trouver. 14 mois avant le mariage, l'architecte de l'effondrement de notre famille franchit la porte d'entrée de Carole. Brooke amena Ethan Cole au dîner du dimanche. Il portait une veste de tailleur coûteuse et tenait une bouteille de vin qui coûtait plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Ethan était incroyablement poli, se déplaçant dans la salle à manger avec une aisance étudiée. Il charma complètement ma mère en complimentant sa cuisine et en hochant la tête avec sympathie quand elle se plaignit de la hausse des impôts fonciers. Au dessert, la conversation se tourna naturellement vers la santé déclinante d'Evelyne. Ethan se pencha en avant, joignant ses mains manucurées sur la nappe. Il se présenta comme un consultant senior en gestion de patrimoine. Il regarda Evelyne avec une expression de profonde préoccupation fabriquée, puis il proposa d'examiner l'ensemble de son portefeuille financier, à titre de faveur gratuite pour la famille. Il dit qu'il se spécialisait dans la protection des actifs des personnes âgées vulnérables. Je posai ma fourchette. Le tintement de la céramique attira l'attention de tous. Je parlais calmement, gardant mon ton parfaitement neutre, et informai Ethan que toute modification du patrimoine de ma grand-mère nécessiterait une évaluation médicale mise à jour et la présence de son avocat attitré. La salle à manger devint complètement silencieuse. Carole me foudroya du regard de l'autre côté de la table, le visage rouge d'embarras. Brooke roula des yeux, marmonnant quelque chose sur mon incapacité totale à laisser quiconque être gentil avec nous. Ethan n'eut pas l'air offensé. Il offrit un sourire chaleureux et indulgent, se penchant en arrière sur sa chaise. Il dit à l'assemblée que j'étais simplement protectrice, mais ensuite, ses yeux se fixèrent sur les miens. La chaleur disparut de son regard, laissant derrière elle quelque chose de froid et de calculateur. Il dit que j'avais l'habitude de traiter la simple générosité familiale comme un interrogatoire criminel. Je ne répondis pas. Je laissai le silence s'étirer jusqu'à ce que ma mère change agressivement de sujet pour revenir au vin. Plus tard dans la soirée, je portai une pile d'assiettes sales dans la cuisine. Evelyne me suivit, marchant doucement sur le linoléum. Elle se tenait près du réfrigérateur, regardant nerveusement vers la salle à manger où Ethan riait avec Brooke. La vieille femme tendit la main et me serra le poignet avec une force surprenante.
Elle chuchota que le gentil monsieur à la veste chère était venu chez elle un mardi matin, pendant que Rosa était sortie faire les courses. Mon souffle se coupa dans ma gorge. 20 minutes plus tôt, Ethan avait explicitement juré à ma mère qu'il n'avait jamais rencontré Evelyne avant ce dîner. L'après-midi suivant, je passai chez Evelyne pour organiser ses piluliers quotidiens. Je trouvai un petit sac de pharmacie en plastique sur le comptoir de la cuisine, caché derrière le grille-pain. En y plongeant la main, mes doigts effleurèrent un morceau de papier cartonné épais de première qualité. Je le sortis. C'était une carte de visite blanche et impeccable, embossée avec le nom et le titre professionnel d'Ethan Cole. Je retournai lentement la carte. Au dos vierge, écrite dans l'écriture cursive tremblante et distinctive d'Evelyne, se trouvait une seule phrase qui me força à voir le désastre imminent: il veut le livre bleu. Evelyne décéda début février, après une brève mais dévastatrice bataille contre une pneumonie. L'air hivernal semblait cassant et sec le matin où nous l'avons enterrée. De retour chez elle après le service, ma mère et ma sœur se dirigèrent immédiatement vers la boîte à bijoux et l'argenterie de qualité. Carole tint un collier de perles contre sa robe de deuil noire tandis que Brooke revendiqua la coiffeuse antique. Je ne demandai aucun des objets de valeur. Ma seule requête fut une vieille boîte à recettes en bois et les copies physiques des factures de services publics que j'avais payées au cours des 18 derniers mois. Avant de partir, je glissai ma main dans le tiroir supérieur de la table de téléphone du couloir, là où ma grand-mère gardait toujours ses affaires. Mes doigts ne trouvèrent qu'un espace vide. Le registre en cuir bleu fissuré avait disparu. 2 semaines plus tard, l'avocat de la succession nous convoqua dans son bureau du centre-ville. Monsieur Davis ajusta ses lunettes argentées, posa une épaisse pile de relevés bancaires sur son bureau en acajou, et posa une question qui fit pâlir ma mère. Il voulait savoir pourquoi plus de 600 000 $ avaient quitté les comptes d'Evelyne pendant une période de déclin cognitif documentée. Il n'y avait aucun registre de donation valide. Un transfert massif était simplement étiqueté comme un « événement d'héritage familial ». Brooke fixait intensément ses genoux, soudainement très intéressé par ses cuticules. Mon esprit retourna en arrière, associant ce montant exact au dépôt extravagant pour le lieu du vignoble et le traiteur dont ma sœur se vantait depuis les fêtes. Je savais exactement comment une enquête pour fraude échouait, la panique détruisait les preuves. Je n'ai pas confronté Ethan, et je n'ai certainement pas appelé Brooke pour exiger des réponses. Au lieu de cela, j'ai agi strictement dans le cadre de mes droits légaux, en tant que membre de la famille aidant à la succession. J'ai demandé des copies formelles et non altérées des registres financiers à Monsieur Davis. De retour dans ma maison de ville, assise à l'îlot de la cuisine, j'ai méthodiquement scanné chaque page. Mon stylo se déplaçait sur un bloc-notes jaune, consignant la source et la date de réception de chaque fichier, et plaçant les documents originaux dans un coffre-fort ignifuge. J'ai construit une chronologie, recoupant les rendez-vous médicaux d'Evelyne avec les dates des transferts bancaires massifs. Les dossiers médicaux racontaient une histoire claire et indéniable. Le neurologue d'Evelyne avait explicitement noté qu'elle n'avait aucune capacité à comprendre des contrats financiers complexes pendant le mois exact où un virement bancaire massif avait été autorisé. Je regardais attentivement le formulaire d'autorisation que M. Davis avait fourni. La signature au bas était impeccable. Elle ne possédait aucune des hésitations saccadées et tremblantes que j'avais vues au dos de la carte de visite d'Ethan. L'avocat m'avertit que la résolution de cette affaire nécessiterait une enquête criminelle indépendante, pas seulement un litige civil. Le lundi suivant, je suis entré directement dans le bureau de mon superviseur d'unité à l'agence d'investigation de l'État. J'ai posé un dossier relié sur son bureau, déclaré que le principal suspect était mon futur beau-frère, et demandé formellement à être retiré de l'affaire. L'agence a approuvé la récusation immédiatement, assignant Daniel Reyes comme enquêteur principal pour l'unité spéciale. Daniel me rencontra dans une salle de conférence stérile plus tard dans l'après-midi. L'agent vétéran me regarda dans les yeux et me donna un ensemble de règles strictes. Il m'était interdit de faire des vérifications d'antécédents, d'accéder aux bases de données financières de l'État, ou d'interroger ma famille. J'ai signé l'accord de conformité sans hésitation, renonçant à mon contrôle pour garantir que l'affaire resterait hermétique devant un tribunal. Un mois plus tard, M. Davis découvrit une autre couche de pourriture.
Il trouva des registres publics pour une société de gestion d'événements nouvellement formée, enregistrée exclusivement au nom de Brooke. Cette société écran avait accepté des honoraires de consultation d'une entreprise liée à Ethan Cole. L'argent fut ensuite utilisé pour payer le lieu et un forfait de lune de miel de luxe aller-retour à Sainte-Lucie. C'était une couverture publique parfaitement exécutée. Le même après-midi, une lourde enveloppe crème arriva dans ma boîte aux lettres. L'invitation au mariage comportait d'élégantes lettres dorées. En bas, écrite de la main familière de ma sœur, se trouvait une brève note me disant d'essayer de ne pas faire de sa journée spéciale une affaire personnelle. Je posai l'invitation sur mon comptoir et éteignis les lumières de la cuisine. À minuit 14, mon téléphone vibra contre le granit sombre. L'identification de l'appelant affichait Daniel Reyes. Je répondis à la première sonnerie. « Morgan, » dit Daniel, sa voix portant l'épuisement d'un homme qui avait passé des heures à regarder un écran d'ordinateur. « Ta grand-mère connaissait-elle 8 autres personnes qui ont fait appel à Ethan Cole ?» La question de Daniel sur les 8 autres victimes résonnait dans mon esprit alors que je garais ma voiture dans l'allée de ma mère le soir suivant. Carole avait organisé un dîner de famille obligatoire, prétendant que nous devions résoudre tous nos petits malentendus avant le mariage. La salle à manger sentait l'ail rôti et une attente tendue. Ethan était assis à côté de Brooke, projetant la patience tranquille d'un saint. Il versa un généreux verre de merlot à ma mère, suggérant doucement que son seul but avait été de réaliser les dernières volontés d'Evelyn. Brooke essuya une seule larme calculée, demandant pourquoi sa propre sœur détestait la voir heureuse. L'envie de claquer le dossier de l'unité spéciale sur la table en acajou faillit me submerger, mais l'accord de conformité strict liait mon silence. Je pris une lente inspiration, forçant mon rythme cardiaque à ralentir, et demandai tranquillement qui avait servi de témoin légal pour le transfert financier massif. Carole traça le bord de son verre de vin, refusant de croiser mon regard, et avoua qu'elle avait signé la confirmation de capacité mentale. Mes mains agrippèrent le bord de ma chaise en bois. Je demandai si elle se souvenait que le neurologue avait explicitement déclaré que notre grand-mère ne pouvait plus comprendre les contrats complexes. Ma mère rejeta complètement l'avis du professionnel de la santé, agitant la main et prétendant que le médecin avait à peine passé 5 minutes avec Evelyn. La trahison me parut froide et précise. La femme qui m'avait élevée comprenait parfaitement le déclin cognitif, mais elle avait délibérément choisi le mensonge commode qui finançait une somptueuse réception dans un vignoble. Sentant sa victoire, Brooke se pencha sur la table. Elle exigea que je paie pour les retouches coûteuses de sa robe de mariée, arguant que ma terrible attitude lui causait un stress émotionnel excessif. Je me levai, repoussant ma chaise. Laver les vêtements d'Evelyn et gérer ses médicaments avait été un acte d'amour, mais je déclarai fermement que financer une fête avec de l'argent d'origine inexpliquée ferait de moi une complice. Carole me traita de vieille fille amère et isolée avant même que j'aie atteint la porte d'entrée. L'air à l'intérieur de ma petite maison de ville sentait l'après frais et la sueur de bois. Ma meilleure amie tenait fermement une lourde porte d'armoire en chêne pendant que je vissais les nouvelles charnières. Nous avons passé tout le week-end à réparer la cuisine. Pour la première fois de ma vie, je construisais un sanctuaire où ma famille n'avait aucun pouvoir. Lundi matin, j'ai peaufiné mon CV et soumis une candidature pour une promotion au poste d'enquêtrice d'État senior. Ma carrière et mon avenir avançaient activement, complètement séparés du naufrage imminent. Mardi soir, la tempête éclata. Une notification de sécurité critique clignota sur l'écran de mon ordinateur portable, illuminant la cuisine sombre. Quelqu'un venait de tenter une réinitialisation forcée du mot de passe sur l'ancien compte de stockage cloud d'Evelyn. L'alerte automatisée fournissait des détails limités mais accablants. Elle affichait un modèle d'iPhone correspondant parfaitement à l'appareil que Brooke portait l'année dernière, enregistrant une adresse de protocole Internet située quelque part dans la grande région de Richmond. Je n'ai pas pris le téléphone pour hurler sur ma sœur. La panique était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Agissant avec une précision méthodique, je révoquai toutes les sessions actives, verrouillai l'accès administrateur et exportai les journaux de sécurité brute. Un dossier contenant les chronologies médicales numériques d'Evelyn disparut du cloud pendant cette brève fenêtre d'accès non autorisé. Les voleurs pensaient avoir réussi à effacer le passé, ignorant complètement que plusieurs disques de sauvegarde cryptés se trouvaient actuellement dans un coffre-fort bancaire sécurisé.
J'ai transmis les journaux de données impeccables directement à l'unité spéciale. Quelques jours plus tard, Daniel confirma la réalité technique, l'empreinte numérique remontait directement au routeur du salon de ma mère, et le jeton de l'appareil liait la destruction des données directement à Brooke. Mon téléphone vibra contre le comptoir en granit. Un message texte d'Ethan Cole se matérialisa à l'écran. Les mots soigneusement tapés portaient un avertissement clair et venimeux. Il suggérait que si mes recherches continuaient, la bonne société pourrait commencer à se demander quel genre de petite fille avide vole sa propre succession familiale. Daniel m'appela le lendemain matin, son ton vidé de sa distance professionnelle habituelle. L'unité de cybercriminalité venait de récupérer un brouillon de mail supprimé que Brooke avait envoyé à Ethan des semaines auparavant. La ligne d'objet était « Comment la faire paraître instable ?» Il ne se contentait pas de cacher l'héritage volé. Les personnes avec qui je partageais un lien de sang construisaient activement une défense criminelle autour de ma santé mentale. La réalité glaçante de la stratégie juridique de ma famille pesait lourdement dans l'air. Le lendemain matin, Daniel Reyes me convoqua au siège de l'unité spéciale avant que le soleil ne soit complètement levé sur Richmond. L'enquêteur vétéran n'offrit ni café ni plaisanterie. Il poussa un relevé bancaire imprimé sur la table en métal, pointant un stylo sur une colonne surlignée de retrait en espèces. Chaque transaction correspondait parfaitement au quart de travail du mardi et du jeudi après-midi de Rosa, notre aide-soignante. Une brève et inconfortable vague de suspicion me submergea. La femme avait emprunté de l'argent pour des réparations de voitures l'automne dernier, et le timing semblait incroyablement accablant. L'envie de prendre mon téléphone et d'interroger l'aide-soignante me brûlait la gorge, mais l'accord de conformité strict que j'avais signé exigeait une distance absolue. Alors, je gardai mes mains croisées sur mes genoux. J'acquiesçai une fois, accordant à Daniel la permission silencieuse d'enquêter sur la seule personne, en dehors de notre lignée, qui avait accès à Evelyn. Cette douloureuse supposition s'effondra moins de 48 heures plus tard. Rosa entra dans le bâtiment de l'État, portant un sac en toile délavée, totalement imperturbable par le cadre formel de l'interrogatoire. Elle déversa 3 épaisses piles de reçus attachées par des élastiques sur la table. Chaque retrait de $50 correspondait à un achat documenté pour des quotes-parts de médicaments, des fournitures médicales spécialisées et des produits d'épicerie biologique. Plus important encore, Rosa produisit un carnet à spirale contenant l'approbation manuscrite d'Evelyn pour chaque dépense, datée des mois précédant le déclin cognitif sévère. La véritable percée survint lorsque Rosa tendit son téléphone portable. Elle montra à Daniel une série de messages textes d'Ethan Cole. Le gestionnaire de patrimoine avait proposé à plusieurs reprises de payer à Rosa le double de son tarif journalier si elle acceptait de quitter la maison et de faire de longues courses certains mercredis après-midi. Il dégageait délibérément la propriété pour s'assurer qu'Evelyn restait complètement isolée pendant ses généreuses consultations. L'ampleur de l'exploitation financière s'élargit considérablement le lundi suivant. Miller, l'expert principal en analyse de documents pour l'État, disposa côte à côte 4 formulaires de transfert de succession différents sur une table en verre. Les papiers appartenaient à des victimes âgées complètement différentes à travers le comté, mais ils partageaient des défauts flagrants et identiques. Chaque document utilisait exactement la même police de caractères inhabituels et contenait la même faute d'orthographe du mot « bénéficiaire ». De plus, Miller prouva que les signatures n'avaient pas été créées par une main humaine tenant un stylo. C'étaient des fichiers images plats, numériquement extraits d'anciennes déclarations de revenus et estampillés sur les transferts frauduleux. Mon désir personnel de protéger ma grand-mère se transforma rapidement en quelque chose de beaucoup plus grand. En attendant devant le bureau du procureur principal plus tard cette semaine-là, j'étais assise à côté d'une femme tenant une photographie encadrée d'une dame aux cheveux argentés. L'inconnu fixait la moquette et expliqua tranquillement comment sa famille avait fait confiance au gestionnaire de patrimoine poli. Ethan avait apporté à sa mère des lisses coûteux chaque semaine, traitant la veuve vulnérable comme sa propre mère. Le schéma familier et écœurant prouvait que ma sœur et son fiancé opéraient une machine systémique. La pièce finale du puzzle structurel arriva via un serveur de messagerie fortement crypté. Un expéditeur anonyme prétendait posséder une feuille de calcul cachée intitulée « Conversion d'héritage ». Daniel suspecta un piège, alors il organisa une rencontre sécurisée dans un restaurant bondé du centre-ville.
L'informateur se révéla être Léa Grant, une comptable épuisée qui avait récemment démissionné de l'entreprise d'Ethan. Elle fit glisser une clé USB noire sur la table collante du restaurant, ses mains tremblant légèrement contre sa tasse de café. Léa avoua que son ancien patron scannait régulièrement les dossiers médicaux des clients, marquant explicitement les patients atteints de démence dans une colonne intitulée « Opportunité principale ». De retour au siège, la feuille de calcul cryptée illumina la profondeur terrifiante de la complicité de ma sœur. Je me tenais derrière Daniel alors qu'il parcourait les données financières brutes. La société d'événements nouvellement créée par Brooke apparaissait encore et encore, brisant complètement l'illusion qu'elle n'était qu'une mariée naïve se tenant derrière son riche fiancé. Le registre contenait des dizaines de factures pour des services de consultation inexistants, des contrats de planification d'événements et des frais logistiques. Chaque document portait la signature électronique vérifiée de Brooke. Ce n'était pas un cas où Ethan utilisait son nom comme un vaisseau passif. Léa, assise dans un coin de la pièce et fixant le sol, révéla que ma sœur avait programmé plusieurs réunions pour discuter du système bancaire. Brooke avait directement demandé à la comptable comment formater et espacer les factures frauduleuses pour éviter de déclencher les alertes bancaires automatisées. L'enfant prodige de notre famille avait délibérément conçu le processus de blanchiment d'argent. Léa plongea la main dans son sac et en sortit un petit enregistreur vocal numérique. Elle expliqua qu'elle avait commencé à enregistrer les réunions de bureau lorsque les transferts étaient devenus suspicieusement importants. La comptable appuya sur le bouton de lecture, et l'appareil émit un sifflement aigu de statique. La voix douce et confiante d'Ethan remplit la salle d'interrogatoire silencieuse. La vieille est finie. Maintenant, on fait passer la sœur pour une avide. La voix enregistrée d'Ethan tourna en boucle dans ma tête toute la nuit. Au moment où le soleil perça les nuages gris du matin, ma décision était fermement prise. Je devais regarder ma sœur dans les yeux une dernière fois. Le café du centre-ville sentait fort l'expresso brûlé et les manteaux humides de pluie. Je choisis une petite table en métal près de la fenêtre avant, gardant mon dos au mur. Daniel savait exactement où j'étais. L'agent vétéran m'avait strictement interdit d'apporter des documents classifiés, mais mon sac à main contenait quelque chose de bien plus lourd. Je portais une seule carte de visite impeccable appartenant au procureur principal de l'État. Brooke franchit les portes vitrées avec 10 minutes de retard. Elle portait un manteau camel sur mesure qui coûtait facilement 2 mois de mon salaire d'État. L'argent volé pendait de ses épaules, mais elle le portait avec une grâce sans effort. Ma sœur laissa tomber son sac de créateur sur la chaise vide et croisa les bras, refusant d'enlever ses lunettes de soleil. « Tu as 5 minutes, dit Brooke, sa voix portant une note aiguë, assez forte pour que le barista jette un coup d'œil dans notre direction. Ethan a une dégustation avec le traiteur, et je ne laisserai pas ta paranoïa gâcher notre programme. » Je gardai mes mains enroulées autour de ma tasse en céramique chaude. « Tu dois engager un avocat de la défense indépendant d'ici demain matin. N'utilise personne que Ethan recommande. Tu dois aussi remettre l'ancien téléphone portable d'Evelyn aux autorités. » Brooke se moqua, baissant finalement ses lunettes de soleil pour me foudroyer du regard. « Est-ce que tu t'entends ? Tu as passé toute ta vie à essayer de contrôler cette famille, Morgan. Tu as toujours eu besoin d'une crise à résoudre, ça te donnait l'impression d'être importante. Tu ne supportes tout simplement pas le fait que j'ai trouvé un homme qui a réussi et qui s'occupe vraiment des choses. » Ces mots atterrirent avec une cruauté précise et étudiée. Pendant des années, ces accusations m'auraient fait battre en retraite dans le silence. Je regardais la pluie glisser sur la vitre. Ma poitrine se serra, reconnaissant la vérité inconfortable enfouie dans son insulte. « Peut-être que tu as raison, dis-je doucement. Peut-être que j'ai trop pris les choses en main parce que je n'ai jamais fait confiance à personne d'autre pour gérer les jours difficiles. Je peux m'excuser pour la façon dont je t'ai aimé. Je ne mentirai pas sur ce que tu as fait. » L'excuse l'a pris complètement au dépourvu. Brooke décroisa les bras, se penchant légèrement en avant, sa posture défensive se fissurant juste une fraction de seconde. Mais ensuite, sa loyauté envers l'illusion reprit le dessus. « Nous n'avons rien fait de mal, » chuchota Brooke, son ton devenant soudain frénétique. « Mamie voulait que j'aie cet argent pour le mariage. C'était un cadeau. Ça a même été enregistré en vidéo,
donc c'est complètement légal. Une immobilité totale s'installa sur ma table. Le bruit ambiant du café s'estompa simplement. Je n'avais jamais mentionné de vidéo lors de nos disputes précédentes. L'avocat de la succession non plus. Ma sœur venait de révéler nonchalamment sa participation directe à la fabrication des preuves de la défense. Je posai ma tasse de café sur la table en métal. « Où est cette vidéo, Brooke ?» La panique traversa son visage. Elle réalisa immédiatement son erreur, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans produire de son. Je fis glisser la carte de visite du procureur sur la surface lisse de la table. Si tu entres dans leur bureau aujourd'hui et que tu coopères pleinement, ils pourraient t'offrir un accord. Si tu attends qu'ils viennent à toi, l'unité spéciale montera un dossier criminel sans ta coopération. Brooke fixa le petit rectangle de papier, ses doigts manucurés tressaillants, planant à quelques centimètres de la carte. Pendant un bref et angoissant moment, la fille avec qui j'avais grandi sembla prête à demander de l'aide. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux grands et terrifiés. Je me levai, pris mon manteau, et sortis par la porte d'entrée sous la pluie froide. Je n'offris aucun câlin d'adieu, aucune menace désespérée, et absolument aucune promesse de la sauver des conséquences de ses propres choix. Moins de 2 heures plus tard, l'illusion de son innocence se brisa complètement. Daniel se tenait derrière son bureau au siège de l'unité spéciale, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Il m'informa qu'exactement 4 minutes après que j'aie quitté le café, Brooke avait passé un appel téléphonique. Elle n'avait pas appelé le procureur. Elle avait composé le numéro de portable privé d'Ethan. Presque immédiatement après cette conversation, les journaux de réseau signalèrent une autre suppression massive de dossiers sur un serveur partagé, et une alerte bancaire offshore fut immédiatement transmise à l'unité spéciale conjointe de lutte contre la criminalité financière. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message texte transféré de ma mère. Brooke venait d'envoyer un message groupé à la famille, prétendant que j'avais officiellement perdu la tête et que j'essayais actuellement d'arrêter tout le monde pour voler le reste de l'héritage. Elle a fait son choix, dit doucement Daniel, se tournant vers un grand moniteur numérique monté sur le mur, et l'équipe cybernétique vient de récupérer le fichier qu'elle essayait d'effacer. Ils ont extrait une sauvegarde automatique du cloud de l'ancien appareil de ta grand-mère. Daniel appuya sur une touche de son ordinateur portable. Le moniteur clignota, affichant une vidéo verticale tremblante. Les images avaient clairement été tournées avec un téléphone portable tenu par quelqu'un assis de l'autre côté d'un salon. Evelyn était assise sur son canapé fleuri. Elle avait l'air incroyablement fragile, portant un pull dépareillé et fixant le vide devant l'objectif de la caméra. « Dis-leur que tu veux que je l'aie, mamie », la voix de Brooke résonna depuis l'arrière de la caméra. Son ton était excessivement doux, adoptant la cadence d'une maîtresse de maternelle parlant à un enfant confus. Evelyn cligna lentement des yeux. « Marie » demanda-t-elle, utilisant le nom de sa propre mère décédée. « On rentre à la maison maintenant ?» Un murmure masculin et grave s'éleva de quelque part hors champ, complètement distinct de la voix de Brooke. « Rappelle-lui le formulaire de la banque », conseilla Ethan depuis l'ombre. « Dis juste oui pour la banque, mamie », répéta Brooke, rapprochant légèrement le téléphone. « Tu veux que j'utilise l'argent pour mon grand jour, n'est-ce pas ?» Evelyn se frotta les mains tremblantes. « Oui, » chuchota-t-elle, les yeux complètement vides. L'objectif de la caméra tomba brusquement, pointant vers le sol moquetté. Brooke poussa un long et lourd soupir de soulagement. « Voilà », dit ma sœur. « Ça suffira pour la banque. » L'écran devint noir, mais l'enregistrement audio continua de tourner pendant encore 20 secondes. Le bruit des pas d'Ethan arpentant la pièce remplit le siège silencieux. « Sauvegarde le fichier », ordonna Ethan, « et souviens-toi de ce que nous avons répété. Ta sœur va piquer une crise quand la succession sera réglée. Le discours de mariage doit la pousser à bout. Nous avons besoin qu'elle ait l'air complètement amère devant tous ses témoins. » L'enregistrement s'arrêta enfin. L'humiliation publique élaborée lors du prochain mariage n'avait jamais été qu'une simple querelle de famille. C'était une stratégie juridique soigneusement construite, conçue pour discréditer la seule personne qui pourrait remettre en question les fonds volés.
Ils avaient l'intention de provoquer une crise de nerfs publics, capturant ma colère sur des dizaines de téléphones d'invités pour la présenter à un futur jury. Je restais figé au centre de la pièce, écoutant le bourdonnement du système de ventilation. La cruauté calculée du plan me coupa physiquement le souffle. Daniel rompit le lourd silence. Il se dirigea vers une imprimante dans le coin et sortit 2 feuilles de papier fraîches du bac. Son visage était entièrement dépourvu de tout détachement professionnel. Le mariage n'est plus seulement une scène pour eux, dit Daniel, posant les papiers à plat sur la table de conférence. Je m'avançai et regardai les documents. C'étaient des dossiers de réservation de billets d'avion, obtenus par l'intermédiaire d'un partenaire fédéral affecté à l'unité spéciale. Ma sœur avait passé les 6 derniers mois à se vanter bruyamment auprès de chaque parent de son forfait de lune de miel de luxe aller-retour dans un complexe hôtelier à Sainte-Lucie. La réservation existait dans le système, complète avec des demandes de restauration et des réservations de voitures privées. Mais Daniel tapota son stylo contre une seconde réservation, profondément enfouie. Ethan venait d'acheter 2 billets aller simple, partant tard le samedi soir, quelques heures à peine après la fin prévue de la réception. La destination était une petite nation indépendante située à l'autre bout du monde. Je levai les yeux vers Daniel, mon pouls battant contre mes tympans. Le procureur l'a confirmé il y a 10 minutes, déclara Daniel, sa voix tendue et urgente. Ce pays n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Si Ethan monte dans cet avion, l'argent et ta sœur auront disparu pour toujours. Le compte à rebours avait officiellement commencé. Le mariage était leur plan de sortie. Les 48 heures suivantes donnèrent l'impression de se mouvoir dans une eau épaisse et stagnante. Léa Grant, la comptable qui avait fourni le registre, apparut dans notre bureau sécurisé à la lumière grise de l'aube. Elle portait un disque dur lourd et cabossé, serré contre sa poitrine. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle dut poser le matériel sur la table juste pour ouvrir le fermoir de son sac à main. « C'est tout », chuchota Léa, les yeux fixés sur la moquette industrielle grise. Elle tendit une chaîne de mai imprimée détaillant les instructions explicites d'Ethan à son assistante concernant les arrangements de voyage secrets. Les instructions étaient froides et calculées. Ethan avait ordonné à l'assistante d'annuler le transport terrestre pour la lune de miel à Sainte-Lucie, de supprimer la réservation pour le complexe de luxe, et de réserver un service de voitures privées séparées pour les livrer directement au terminal international pour le vol de minuit vers le pays sans extradition. Il avait même inclus une copie scannée de son passeport pour la réservation secondaire, soigneusement cachée dans un dossier intitulé « Facture de fourniture de bureau ». Je restais assise dans un coin de la pièce, regardant Daniel tirer systématiquement sur le fil numérique jusqu'à ce que toute la tapisserie de la vie d'Ethan commence à s'effilocher. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais je forçais ma respiration à rester rythmée et superficielle. Je n'étais pas là pour enquêter, mais ma présence était nécessaire. Daniel avait besoin de moi pour identifier le service de voiture spécifique que Ethan favorisait, car j'avais une fois vu le logo de l'entreprise sur un reçu en aidant ma grand-mère à trier son courrier. « C'est suffisant pour le mandat », annonça finalement Daniel, sa voix prenant ce ton dur et spécifique qu'il utilisait lorsque la chasse était vraiment lancée. Le procureur rencontre le juge au palais de justice dans 20 minutes. Mes poumons se dilatèrent enfin. Je regardai l'horloge murale, réalisant que le mariage n'était que dans quelques heures. Le poids écrasant de l'arrestation imminente se sentait comme une pression physique dans la pièce. J'avais un rôle clairement défini dans l'opération, documenté dans un plan d'affectation de 3 pages que j'avais paraphé plus tôt ce matin-là. Jusqu'à ce que le mandat soit signé et que Daniel donne le signal, je n'étais pas autorisé à approcher Ethan, à interroger Brooke ou à révéler l'enquête. Une fois que l'ordre d'arrestation deviendrait actif, je rejoindrais l'équipe d'arrestation désignée sous la supervision directe de Daniel. Ma présence en tant qu'invité au mariage était destinée à empêcher Ethan de remarquer le périmètre se refermer autour de lui, pas à me donner le contrôle de l'affaire. Je rentrai chez moi pour préparer un petit sac discret. Je choisis un simple tailleur bleu marine qui se fondait dans le décor d'une réception de mariage. Je laissai mon double de clé de maison sur l'îlot de la cuisine, avec une note pour mon ami contenant les coordonnées de mon avocat. Si j'étais détenue, interrogée, ou accidentellement prise au milieu d'une lutte, je devais m'assurer que personne de ma famille ne pourrait jamais prétendre avoir le droit d'entrer chez moi.
Le lieu du vignoble dans la campagne de Virginie ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine sur papier glacé lorsque j'arrivais ce samedi après-midi. Le soleil d'octobre était parfaitement chaud, peignant les rangs de vignes dans de profondes teintes d'or et de bronze. Je garai ma voiture tout au fond du parking, vérifiant le périmètre une dernière fois. Tout semblait normal. Les invités arrivaient déjà, riant en sortant de leur voiture de luxe, complètement inconscients que l'homme qui attendait à l'hôtel était un prédateur en série qui avait passé les 2 dernières années à détruire systématiquement la vie de leurs parents âgés. Je me dirigeais vers la terrasse en pierre, mon pouls battant dans mes oreilles. Ethan se tenait près du kiosque, saluant les garçons d'honneur avec son sourire charismatique et étudié habituel. Il m'aperçut et s'arrêta. Je m'approchai, le visage un masque vide. « Félicitations », dis-je, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Ethan entra dans mon espace personnel, ses yeux scrutant les miens avec une curiosité prédatrice. « Je suis surpris que tu aies décidé de venir, Morgan. Je pensais que tu serais trop occupé à bouder à la maison. » « Je ne manquerais ça pour rien au monde, » répondis-je, ma voix stable. « Partez-vous toujours pour Sainte-Lucie immédiatement après la réception ?» Il rit, un son sec et condescendant qui attira l'attention d'une demoiselle d'honneur à proximité. « Bien sûr. Le complexe nous attend. » Il me mentait en face, parfaitement à l'aise avec la tromperie. Je ne l'ai pas défié. Je n'ai pas révélé que je savais pour la copie scannée du passeport secret ou le vol de minuit vers un pays sans loi d'extradition. J'ai simplement offert un signe de tête poli et crispé, et je me suis détourné. Il me regarda m'éloigner vers l'entrée arrière de la salle de réception, son expression s'attardant sur mes épaules avec une pointe de suspicion. Mais il était bien trop arrogant pour croire qu'une femme qu'il considérait comme le raté de la famille aurait pu le déjouer. La cérémonie fut un flou de soie blanche et d'arrangements floraux coûteux. Je me tenais au dernier rang, les mains profondément enfoncées dans mes poches. Je gardais mes doigts enroulés autour de la surface froide et texturée des menottes en acier. Le soleil commença à plonger sous l'horizon, projetant de longues ombres violettes meurtries sur les vignes. La réception se déplaça dans la salle de réception à charpente en bois du vignoble. Les invités se dirigèrent vers le bar, leur rire devenant plus fort à mesure que le bar ouvert commençait à faire effet. Je restai à la table 19, positionnée près des portes de service de la cuisine, exactement comme ma sœur l'avait prévu. Mon téléphone vibra. Je gardai ma main sous la table, protégeant l'écran. Daniel m'avait envoyé une seule mise à jour. L'effacement du serveur avait été déclenché par un script automatisé sur l'ordinateur portable d'Ethan, et la banque avait confirmé que le dernier virement bancaire massif venait d'être envoyé à un compte numéroté à l'étranger. Tout se mettait en place. Je jetai un coup d'œil vers la table d'honneur. Brooke avait l'air radieuse, mais ses yeux ne cessaient de se diriger vers la sortie latérale, son anxiété augmentant par petits bonds saccadés. Ethan regarda sa montre, ses jointures blanchissant alors qu'il agrippait le bord de la nappe. Il savait que le calendrier était serré. Ils attendaient la fin de la réception pour pouvoir faire leur dernière course effrénée vers l'aéroport. Un lourd silence s'abattit sur la pièce lorsque le message crypté de Daniel apparut sur mon écran. Le juge avait signé le mandat, et l'unité spéciale avait reçu l'autorisation d'agir. Ce n'était pas un long message. C'était juste le dernier feu vert. Mandat signé. Ne quittez pas la pièce. Je sentis le sang se retirer de mon visage, non pas par peur, mais par le soulagement soudain et massif de savoir que le cauchemar était enfin sur le point de se terminer. Je regardai vers l'entrée de service, à côté du bar ouvert. Daniel se tenait là, le visage complètement illisible. Il fit un mouvement subtil et imperceptible de la tête. La partie était terminée. Je repoussai ma chaise, sentant le bois solide et impitoyable sous mes paumes. Brooke se tenait debout, attrapant le microphone pour prononcer son discours prévu, cherchant déjà mon visage dans la salle. Elle voulait sa cible. Elle voulait le final de son petit drame. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de me fournir la scène publique parfaite pour sa propre destruction. Brooke prononça la première phrase, exactement comme elle et Ethan l'avaient répétée. À ma sœur, le raté de la famille. Le rire monta autour de moi, tout comme dans la version de la soirée qu'ils avaient planifiée.
Mais cette fois, je comprenais ce que le discours était censé accomplir. Il voulait de la colère. Il voulait des témoins. Il voulait des dizaines d'enregistrements montrant une sœur instable et jalouse perdant le contrôle. Je ne leur ai rien donné de tout cela. Le signal de Daniel vint de près de l'entrée de service. Je me levai, traversai la salle de réception, et ouvris mon insigne devant Ethan. Ethan Cole, vous êtes en état d'arrestation. Sous les ordres de Daniel, je sécurisais les poignets d'Ethan tandis que les autres agents fermaient les issues et saisissaient son téléphone. Le clic mécanique des menottes mit fin au rire. Le verre de champagne de Brooke se brisa contre le sol, et son cri traversa la salle silencieuse. Brooke se jeta sur la table, attrapa son téléphone, et sprinta vers la suite nuptiale. Une agente la suivit instantanément, armée d'un mandat pour l'appareil. Depuis l'hôtel, je regardais ma sœur frapper frénétiquement son téléphone contre l'évier en marbre dans une tentative désespérée et futile de briser l'écran et d'effacer les données incriminantes. Ses actions étaient un aveu final et paniqué. Elle fut rapidement appréhendée, les mains attachées dans le dos avec des menottes en plastique, le visage strié de maquillage coûteux et d'une peur authentique et pure. Ethan se tourna vers la foule, sa voix s'élevant en un cri guttural et désespéré alors qu'il pointait vers la suite nuptiale. « Demandez à Brooke pourquoi son nom est sur chaque virement », cria Ethan, secouant le menton en direction de la suite. C'est elle qui a signé les documents. C'est elle qui dirigeait l'entreprise. Ce n'était pas un aveu, c'était quelque chose de bien plus révélateur. Au moment où Ethan perdit le contrôle, il abandonna la femme qu'il avait promis d'épouser et commença à construire sa défense contre elle. Le masque du consultant poli et bienveillant était complètement incinéré. Carole se tenait figée, la bouche bée, alors que les invités comprenaient enfin qu'ils n'assistaient pas à un mariage, mais à une enquête à haut risque. Pendant que Daniel lisait ses droits à Ethan, j'aperçus ma mère se déplaçant avec une furtivité inhabituelle vers l'arrière de la suite. Carole se glissa à l'intérieur, ses yeux s'agitant comme un oiseau piégé, avant d'attraper le registre bleu d'Evelyne dans les bagages abandonnés de Brooke. Elle se baissa vers l'entrée arrière, espérant disparaître dans les rangs de vignes, mais la caméra de surveillance du lieu captura chaque seconde de sa trahison maladroite. « Arrête-toi là, Carole, dis-je, ma voix résonnant dans la petite pièce. » Elle se figea, le lourd livre en cuir serré contre sa poitrine. Daniel entra quelques secondes plus tard, récupérant le registre comme la dernière pièce de preuve physique requise pour la lier directement à la dissimulation. Ma mère me regarda, son visage une coquille vide de déni, mais la partie était déjà terminée. Alors que les agents conduisaient Ethan vers les voitures de patrouille en attente, Daniel me regarda à travers la vitre du véhicule. « Jusqu'à ce que nous prouvions qui a construit ce dossier, tu n'es pas seulement un témoin, dit-il, son expression grave. Tu fais partie de sa défense. » Le poids de ces mots me frappa comme un coup physique. Sur l'ordinateur portable saisi d'Ethan, l'équipe d'experts avait déjà trouvé un dossier portant mon nom, contenant de faux documents de procuration et des registres de transactions falsifiés, conçus pour me faire porter le chapeau pour toute l'affaire. Ma sœur et mon fiancé n'avaient pas seulement l'intention de voler l'argent de notre grand-mère, ils avaient méticuleusement orchestré ma chute, avec l'intention de me présenter comme la fille vengeresse et avide qui avait finalement craqué. Je restai seul au milieu du vignoble, regardant les lumières bleues clignoter contre le ciel sombre du soir, sachant que mon propre sang avait tenté de me sacrifier pour se sauver. Les mois qui suivirent le mariage se fondirent en un marathon exténuant de dépositions, d'audits médico-légaux et de requêtes préliminaires. Les spécialistes de l'informatique légale de l'agence d'État travaillèrent tout au long du printemps, cartographiant méticuleusement l'architecture du dossier numérique frauduleux qu'Ethan avait monté contre moi. Au milieu de l'été, les preuves étaient indéniables. Ils prouvèrent que la fausse procuration avait été générée sur l'ordinateur portable personnel d'Ethan à des heures où j'étais physiquement connecté à mon réseau de bureau, confirmé par les journaux d'accès sécurisés par carte magnétique du bâtiment de l'État. Mon nom fut blanchi de tout soupçon criminel, mais le coup émotionnel restait lourd. J'ai dû témoigner devant un grand jury et détailler chaque instance du déclin cognitif de ma grand-mère, sachant que mon témoignage était le dernier clou dans le cercueil de ma propre famille. Fin août, le procès commença. La salle d'audience sentait la cire à parquet et le café rassis. J'étais assise dans la galerie des témoins,
regardant le procureur principal démolir méthodiquement le récit qu'Ethan avait passé des années à construire. Un par un, les artefacts numériques furent affichés sur les moniteurs de la salle d'audience. Les métadonnées des transferts frauduleux, le registre que Léa avait fourni, et les emails récupérés furent projetés pour que le jury puisse les voir. Ce n'était plus une querelle personnelle entre sœurs, c'était une histoire claire et documentée d'exploitation systématique. Brooke craqua finalement le 3e jour de son témoignage. Face à la perspective d'une longue peine de prison, elle accepta une négociation de peine. Elle s'assit à la barre, ses vêtements de créateur remplacés par un costume anthracite terne, et regarda vers la table de la défense avant de baisser les yeux vers le sol. Elle témoigna qu'Ethan avait personnellement écrit le discours de mariage insultant pour s'assurer que j'ai l'air instable devant des témoins influents. Elle révéla également une nouvelle couche, plus sombre, de la conspiration. Carol avait servi d'éclaireuse principale, présentant Ethan à des veuves vulnérables au sein de son cercle d'église, l'aidant activement à identifier de nouvelles cibles en échange de ses généreux dons de blanchiment d'argent à ses œuvres de charité préférées. Le visage de ma mère resta un masque de défi impassible alors que la vérité sur sa participation était révélée. Lorsque les caméras la filmèrent sur les images de surveillance du vignoble en train de retirer le registre des bagages de ma sœur, la décision du jury devint inévitable. Elle reçut une peine de probation stricte ordonnée par le tribunal, une restitution financière obligatoire, et des centaines d'heures de services communautaires. Comme les rénovations de la maison qu'elle avait supervisée avaient été entièrement payées avec des fonds détournés, la propriété fut mise en vente pour satisfaire les privilèges de restitution. Elle dut quitter la maison qui était dans notre famille depuis des décennies, et les conseils d'administration des œuvres de charité locales exigèrent sa démission immédiate. Après la conclusion du procès, lorsque mon tour de témoigner arriva, l'avocat de la défense tenta de démanteler ma crédibilité. Il se pencha vers le microphone, sa voix dégoulinant de condescendance, me questionnant sur mon absence de mari ou d'enfant. Il tenta de caractériser ma décision de demander une ordonnance de protection et de documenter les soins de ma grand-mère comme une vendetta calculée et amère contre ma propre famille. Je ne bronchais pas. Je gardais mes réponses concises, me concentrant uniquement sur la séquence des événements documentés. Je dis au tribunal que j'avais agi en tant que soignante secondaire et responsable des dossiers de la succession, rien de plus. Daniel Reyes témoigna immédiatement après moi, fournissant les registres officiels de ma récusation et confirmant que je n'avais jamais contourné la chaîne de commandement établie. La tentative de la défense de me peindre comme une sœur manipulatrice et vengeresse échoua car ils n'avaient aucune preuve pour la soutenir, seulement leurs propres suppositions misogynes. Le jury rendit son verdict après seulement 5 heures de délibération. Ethan fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation d'exploitation financière d'un adulte vulnérable, de blanchiment d'argent et de complot. Le juge le condamna à 20 ans dans un établissement correctionnel d'État, lui interdit de manière permanente de travailler dans la gestion financière, et ordonna la confiscation totale de tous les biens qu'il avait acquis pendant ces années de fraude. Brooke reçut une peine de prison ferme plus courte, suivie d'une longue période de liberté surveillée et d'une interdiction permanente de gérer les finances de toute personne de plus de 60 ans. Alors que le juge concluait les débats, Ethan se leva pour être emmené. Il s'arrêta, pivotant sur ses talons pour me regarder directement. Je rangeais mon ordinateur portable dans son sac, fermant le dernier dossier sur l'affaire de ma grand-mère. Je ne lui offris pas un regard d'adieu. Je ne cherchais pas la satisfaction d'un regard furieux ou la clôture d'un dernier mot. Je fermai simplement mon sac, passai devant les journalistes rassemblés dans le couloir, et sortis sous le soleil éclatant de la fin de l'été. Une semaine après la sentence, l'humidité d'une soirée de fin août pesait sur ma peau. Un violent orage venait de balayer le quartier, laissant le trottoir glissant et fumant. Je nettoyais ma cuisine quand des coups doux et hésitants retentirent à ma porte d'entrée. Je vérifiai par le Judas. Carole se tenait sur mon porche. Elle avait l'air diminué, les cheveux humides de la pluie collant au tissu d'un manteau bon marché et détrempé. Elle tenait une seule valise cabossée dans une main. La femme qui s'était un jour tenue dans mon couloir et s'était moquée de la taille de ma maison grelottait maintenant dans le noir, demandant un endroit où dormir parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Carole se tenait sur le porche, ses jointures blanches alors qu'elle agrippait la poignée de sa valise cabossée.
L'eau de pluie gouttait du bord de son chapeau, formant une flaque sur le paillasson. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, dépouillée du statut et du vernis social qui avait défini toute sa vie. Elle utilisa le même ton de voix qu'elle employait quand j'étais adolescente, un mélange d'autorité et de surprise blessée. « Je suis ta mère, Morgane, dit Carole, sa voix tremblant d'un frisson qui pouvait être de l'épuisement ou du froid. Où suis-je censée aller d'autre ? Je m'appuyai contre le cadre de la porte, sentant l'air frais de la nuit circuler dans le couloir. Ma mère avait une liste d'appartements pour personnes âgées dans son sac, et je savais pertinemment que les services sociaux de l'État lui avaient déjà offert un placement temporaire dans un établissement propre et professionnel. Elle avait les ressources pour se reconstruire. Elle choisissait simplement le chemin qui exigeait le moins de responsabilité personnelle. « Tu as des options, maman, dis-je, ma voix stable. Mais tu n'as pas de maison ici. » Je n'ai pas crié. Je n'ai tiré aucun plaisir malsain de ce refus. J'ai simplement regardé la femme qui avait passé 38 ans à me conditionner à croire que ma valeur était liée à son confort. Elle ne s'était souvenue de son rôle de mère que lorsqu'elle avait finalement épuisé toutes les autres personnes à exploiter. Je fermai la porte, le cliquetis du loquet résonnant avec une finalité qui se propagea dans la maison silencieuse. Je tournai le pêne dormant, verrouillant fermement le silence à l'intérieur. 2 jours plus tard, Brooke appela depuis le centre de détention. Elle ne demanda pas comment j'allais ni ne s'excusa pour les preuves fabriquées qu'elle avait tenté de placer sur mon ordinateur portable. Au lieu de cela, elle exigea que j'utilise mes contacts pour payer les frais de son avocat en appel ou, au minimum, que je promette de la laisser emménager dans ma maison de ville une fois libérée. Elle insista sur le fait qu'en tant que sœur, j'étais moralement obligée de la rattraper après sa chute. « Tu avais un choix avant le mariage, Brooke, répondis-je, regardant par la fenêtre mon petit jardin en désordre. Tu as choisi d'utiliser ce temps pour alerter Ethan et détruire des preuves. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences de ces décisions par toi-même. » Je raccrochai, faisant taire la ligne remplie de grésillements. La culpabilité qui dominait autrefois chacune de mes pensées resta absente. Je n'étais pas cruelle. J'étais enfin précise sur la réalité de notre relation. La restitution commença à parvenir aux victimes survivantes et aux successions de celles qui étaient décédées, à mesure que les tribunaux liquidaient lentement les biens confisqués d'Ethan. La succession d'Evelyn ne récupéra qu'une partie de ce qui avait été volé. Après les frais de justice et les distributions requises par son testament, ma part légale fut suffisante pour réduire le solde de mon hypothèque, pas pour l'effacer. Je continuais à faire les paiements mensuels avec mon propre salaire, et cela comptait pour moi. La maison restait quelque chose que j'avais construit pour moi-même. J'ai gardé mon travail, acceptant finalement une promotion pour superviser un programme régional dédié à l'enquête sur l'exploitation financière des personnes âgées. Mon travail prit un nouveau but, délibéré. En vidant la vieille boîte à recettes de la succession de ma grand-mère, je découvris une petite note manuscrite, cachée sous une fiche pour des barres au citron. Evelyn l'avait écrite des années plus tôt, pendant une période de parfaite lucidité. Elle ne me demandait pas de sauver notre famille. Elle avait simplement écrit « Aime-nous, mais ne disparais pas en nous ». Les mots n'annulaient pas le procès ou les trahisons, mais ils confirmaient que j'avais fait ce qu'il fallait. Ma cuisine était enfin terminée, les armoires peintes d'une teinte neutre et douce. J'accrochai mon double de clé sur un crochet près de l'entrée, mais ce n'était plus un symbole de ma disponibilité. C'était juste un morceau de métal. Des amis venaient dîner les vendredis soirs, riant dans l'espace qui avait autrefois semblé être une cage pour mes obligations. Une nouvelle femme entra un après-midi dans le bureau de l'agence d'État, serrant un dossier lourd et d'apparence familière. Elle s'assit en face de mon bureau, les yeux cernés de rouge, expliquant comment son frère aîné avait commencé à prendre le contrôle des comptes bancaires de leur mère. Elle me regarda avec le même espoir désespéré que j'avais autrefois eu. Je ne promis pas de tout résoudre. Je n'offris pas de prendre sur moi le fardeau de toute sa famille. Je tendis la main, plaçai une feuille de papier propre sur le bureau entre nous, et commençai à expliquer le processus pour obtenir un conseil juridique indépendant et documenter l'historique financier. Je l'aidais, mais je ne devenais pas elle. Alors qu'elle demandait par où commencer, j'ouvris la première page de son dossier, ressentant une paix calme et stable.
Je choisissais enfin mon propre travail, un pas à la fois. Le mensonge le plus dangereux que vous puissiez jamais croire est que votre valeur en tant que personne se mesure à votre capacité à souffrir pour les autres. Si vous vous trouvez actuellement à porter le poids d'une famille qui refuse de porter le sien, veuillez comprendre que vous n'êtes pas un échec pour avoir posé une limite, vous êtes simplement en train de vous libérer. On nous conditionne souvent à penser que l'amour exige un sacrifice sans fin, mais le véritable amour ne peut exister là où il n'y a pas de respect pour votre humanité. Lorsque vous traitez votre gentillesse comme une ressource renouvelable que les autres peuvent récolter sans conséquence, vous ne leur apprenez pas à être meilleur, vous leur apprenez seulement que votre vie existe uniquement pour servir leur commodité. Vous pourriez être terrifié à l'idée que si vous arrêtez enfin de réparer leur désastre, tout s'effondrera. Laissez-le s'effondrer. La vérité est que les personnes qui comptent sur votre intervention constante ne trouveront jamais leur propre équilibre tant que vous resterez une béquille permanente. En prenant du recul et en les laissant faire face aux conséquences naturelles et inconfortables de leurs propres actions, vous leur accordez en fait la seule opportunité qu'ils auront jamais de devenir des adultes fonctionnels. Vous ne devez votre paix, vos économies, ou votre avenir à personne, peu importe ce que le dictionnaire définit comme une « famille ». Construire une vie qui vous est propre, une vie où vous détenez la seule clé de votre porte d'entrée, n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte fondamental de survie. Examinez les relations dans votre vie aujourd'hui et demandez-vous si vous êtes un participant actif ou simplement un réparateur désigné. Si vous deviez cesser de porter les fardeaux invisibles que vous portez actuellement, ces personnes resteraient-elles à vos côtés, ou passeraient-elles simplement à la prochaine personne qu'elles pourraient utiliser ? Reconnaissez que votre temps et votre énergie sont les atouts les plus précieux que vous possédez, et qu'ils devraient être investis dans des personnes qui honorent vos limites, plutôt que dans celles qui les traitent comme des obstacles à contourner. Vous méritez d'être vu pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez fournir. Et vous méritez une vie qui vous appartient entièrement. Avez-vous déjà senti que votre amour était mesuré à votre capacité à vous détruire pour maintenir la paix ? Et quelle est la petite limite que vous pouvez commencer à tenir fermement aujourd'hui pour reprendre possession de votre propre vie ?